7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons donc Pierre Branda avec qui nous étions à l'instant pour parler de ce sondage commandé par la Fondation Napoléon et donc réalisé par l'IFOP, sondage sur l'enseignement de l'histoire auprès des jeunes Français. On vous invite à le retrouver, chers auditeurs. Et tout de suite, puisque nous sommes le 18 juin, nous allons commémorer cette date à travers les grandes décisions, les grands événements importants qu'elle symbolise en France. Et pour commencer, donc bien évidemment, la bataille de Waterloo. Alors ça tombe bien puisque Pierre Branda est historien spécialiste du Consulat et du Premier Empire, membre de la fameuse Fondation Napoléon que j'évoquais à l'instant et auteur dernièrement de Napoléon à Sainte-Hélène. Alors Pierre Branda, la bataille de Waterloo, qu'est-ce qu'elle symbolise pour la France ? Alors, la bataille de Waterloo termine l'épisode napoléonien, mais c'est aussi la bataille qu'on a appelée la défaite glorieuse, puisque en fait, c'est un des premiers marqueurs de la légende napoléonienne et cette bataille ne ressemble à aucune autre. Et il faut savoir que Waterloo est probablement la bataille la plus connue dans le monde, hein, et rejouée. D'ailleurs, ce week-end même, sur le champ de bataille, sera rejouée la bataille avec des reconstitueurs. Et c'est toujours l'occasion d'une grande fête historique, si je puis dire. Et parce qu'au-delà de ce désastre militaire, en fait, s'est développée une légende, et on pense bien entendu à Victor Hugo et sa Morne-Plaine, et il y a toute une imaginaire, une nostalgie, quelque chose d'assez, voilà, qui échappe quelque part à l'histoire elle-même, qui s'est développée au 19e siècle et ensuite, et qui a fait de cette bataille une sorte de mythe. Et donc, il a propulsé, je l'ai dit, au rang des plus grandes batailles de l'histoire mondiale. Pour les joueurs, ceux qui refont les batailles, etc., en jeu, etc., Waterloo, c'est un must. Et ils essayent de faire gagner Napoléon, d'ailleurs. Ils y parviennent parfois. C'est vrai qu'il a perdu à très peu. Si vous voulez, c'est un peu aussi je ne vais pas dire que ce qu'on aime en France, mais on est passé pas très loin d'une victoire. C'était possible, en effet. Bon, le sort s'en est mêlé et il y a eu une issue différente, mais on pense à nos célèbres défaites au football, puisqu'il y avait un match hier de l'équipe de France. Donc, je veux dire, je ne vais pas dire qu'en France, quelque part, on aime les désastres, ce qui est sans rapport avec l'actualité d'aujourd'hui, mais quelque part, voilà, il y a chez nous voilà, cette appétence ou cet intérêt pour des événements où nous avons failli gagner, où ça a été très disputé, etc., mais au final, nous avons perdu, ce qui développe une légende, une nostalgie. Voilà. Waterloo, c'est avant tout ça, même si Napoléon Waterloo reste sa défaite la plus totale. Donc au-delà du fait que ce soit une défaite, finalement, en tant que Français, on doit pouvoir être fier de cette bataille malgré tout. Oui, parce que d'ailleurs c'est très significatif. En fait, si Napoléon l'a perdu militairement, il l'a gagné médiatiquement et historiquement. Quand il y a eu le bicentenaire de la bataille en 2015, les Belges, sont toujours très prompts et forts pour les bandes dessinées, avaient édité deux bandes dessinées, l'une bleue avec la figure de Napoléon et l'autre rouge avec la figure du vainqueur, Wellington, anglais. Seule la version avec Napoléon s'est vendue, en fait. Donc, celle avec Wellington est restée sur les étals des librairies. Donc, c'est dire qu'en fait, même en l'ayant perdu, finalement, ça a été une victoire pour l'histoire napoléonienne et finalement l'histoire de France, puisque on s'est rendu compte alors de l'importance et aussi de toute cette mythe entre la garde impériale, etc., les phrases célèbres. Donc ça a créé un véritable engouement autour de cette bataille. Alors même, effectivement, je veux rappeler que c'est plus un désastre comme on en a connu d'autres, hélas, mais un désastre assez profond quand même. Ouais. Est-ce que ce culte de la défaite, c'est quelque chose de typiquement français ? Une sorte de romantisme, finalement ? Oui, on peut dire ça, puisqu'on en a quand même. Alors, dans l'histoire napoléonienne, il y a un autre exemple, c'est la Bérésina, qui reste aussi un épisode qui a marqué les mémoires et qui, lui aussi, est emblématique. Je pense que
à travers la défaite et l'accablement, on a vu quand même le courage poindre et l'incroyable courage désespéré donc, de certains. Je pense au pontonnier du général Eblé à la Bérésina, la garde impériale, je l'ai dit tout à l'heure, à Waterloo, etc. Mm. Il reste, voilà, il y a comme ça une volonté de ne pas céder, et malgré l'accablement, le désastre et effectivement la défaite annoncée. Une volonté de quelque part résister et de finalement laisser penser que, eh bien, et on rejoindra l'appel du 18 juin 1940 à ce moment-là, que malgré le gant de Dreyzas, peut-être subsiste toujours voilà, des poches de résistance, etc., et qui finissent par l'emporter et, si je puis dire, inverser le cours des choses. Hmm. Régis Le Sommier, je me tourne vers vous. Donc, parmi cette grande date du 18 juin, on va faire un saut dans le temps. On passe du 18 juin 1815, bataille de Waterloo, au 18 juin 1940, avec ce fameux appel du général de Gaulle. Est-ce que cet appel du général de Gaulle, c'est quelque chose qui fait rayonner aussi la culture historique française dans le monde, vous qui voyagez beaucoup, y compris en Europe? Est-ce que cet appel du 18 juin est connu ailleurs qu'en France, ou est-ce que nous sommes le seul pays à le commémorer? Non, non, l'appel du 18 juin est connu. La personnalité de De Gaulle, évidemment, est extrêmement connue. Ça reste la référence des hommes politiques français incontestables et de tous les temps. Les autres pays, tous les pays, même dans les coins les plus reculés, connaissent le général de Gaulle. Donc on reste, et cet appel, évidemment, incarne en effet l'audace, toutes les valeurs un petit peu qui ont caractérisé cette figure politique française qui a été le général de Gaulle. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qui vient d'être dit sur Napoléon et bon, ces batailles magnifiques, ce perdant magnifique à la fin, puisque Waterloo est un désastre. En fait, Waterloo, c'est quand même une bataille extrêmement meurtrière et qui va laisser la France quand même exsangue à la suite. Mais dans l'appel du 18 juin, ce que je retiendrai, moi, c'est le côté désespéré. C'est-à-dire, c'est un petit nombre d'individus qui se soulèvent, qui décident de dire non. C'est De Gaulle et ses partisans, c'est surtout De Gaulle, évidemment, qui décide de se dresser, de dire non et de refuser. Et ça aussi, c'est un trait qui me paraît aussi typiquement français, de ce côté, comment on ne se soumet pas, même si la situation est totalement désespérée. Je pense que c'est en partie une des raisons pour laquelle l'appel du 18 juin reste dans l'histoire, reste marqué et reste un événement intimement associé évidemment à la personnalité et à l'aura du général de Gaulle. Est-ce que cet appel du 18 juin, il pourrait inspirer les Français aujourd'hui? Vous parlez de cette capacité à renaître de ses cendres. Finalement, c'est quand tout semble désespéré que le peuple français réussit à reprendre en main son histoire et puis son avenir. Est-ce que dans le contexte actuel, il faut en tirer des parallèles, peut-être une analyse Oui, Liselotte, peut-être que vous pouvez, on peut imaginer que de se dire, oui, il y a eu des moments où la France a été dans des situations plus catastrophiques qu'elle l'est aujourd'hui. Donc ça peut être rassurant de ce point de vue, en se disant, voilà, on est quand même dans un pays où il y a énormément de problèmes, mais on n'est pas dans un pays qui est occupé par une puissance étrangère. On n'est pas dans un pays où la guerre civile, oui, on sent qu'il y a des ferments de guerre civile qui existent, mais elle n'est pas complètement partout. On n'est pas dans une situation je dirais, où il faut un appel au sursaut. Il faut un appel au sursaut, c'est évident pour la France aujourd'hui, de façon à ce que les choses n'empirent pas et qu'on retrouve certaines valeurs françaises. Ça, c'est une évidence qui me paraît. On peut s'inspirer justement de cette date et on peut s'inspirer de l'attitude du général de Gaulle complètement, à mon sens, aujourd'hui, pour se dire il faut retrouver le chemin de la France à un moment où certaines forces chez nous voudraient l'avoir dilué dans un ensemble européen, mondialisé, etc. Et que la France a encore des choses à dire, elle a encore des choses à dire au monde, et elle a surtout des choses à dire à ses habitants qui aujourd'hui sont inquiets. Donc oui, ces appels, oui, ces références à l'histoire glorieuse de la France sont, à mon avis, essentielles aujourd'hui au moment précis où on se parle.
Pierre Branda, votre avis sur la même question, est-ce que ce sursaut français fait partie de notre ADN et est-ce que à l'heure actuelle, c'est quelque chose que nous pourrions vivre, nous, en direct? Oui, je pense, hein. Écoutez, Napoléon disait impossible n'est pas français. Donc, pour revenir à lui et au général de Gaulle, ces deux Mm. personnages ont prouvé qu'il n'y avait pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité à quoi que ce soit, et même au pire. Donc, évidemment que si les Français, mais il faudra sans doute plus d'union, et ça, malheureusement, je n'ai pas l'impression de le constater aujourd'hui, parce que c'est quand même ça. Napoléon, c'est l'union des Français après la Révolution. Le général de Gaulle, c'est aussi l'union des Français. C'est ça qu'ils ont mis en avant. Et effectivement, unis et plus unis en tout cas, nous sommes capables de tout, et donc surtout du meilleur. Mm. Je veux dire, il faut que les conditions soient réunies, je n'ai pas l'impression qu'elles le soient, enfin, en tant que modeste observateur, mais voilà, je veux dire, effectivement, ils sont des exemples, mais ces exemples, c'est surtout la conduite et ce ils ont voulu nous montrer, c'est, attention, à travers l'union, hein, pas la division, effectivement, hein. Hmm. Le 18 juin, c'est aussi une date qu'on connaît un peu moins. Le 18 juin 1944, c'est le combat de Saint-Marcel. On en célèbre aujourd'hui donc le 80e anniversaire. Régis Le Sommier, c'est une date, un événement que vous connaissez particulièrement. Oui, oui, c'est un événement. Je me suis beaucoup penché justement sur la question, la signification de ce combat de Saint-Marcel. On parle aussi d'ailleurs de combats désespérés menés par des Français. En tout cas, celui-là en est un exemple caractérisé. Le combat de Saint-Marcel, pour rappeler un peu le contexte, on vient de célébrer justement le 80e anniversaire du débarquement avec les chefs d'État donc sur les plages du D-Day. On connaît évidemment Omaha la sanglante, où les Américains ont débarqué, ont perdu quelques 3000 hommes dans cette première phase de la bataille de Normandie. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est ce travail de fond qui a été opéré par à la fois les SAS, donc les forces spéciales britanniques et françaises, donc les Français formés en Angleterre et parachutés derrière les lignes allemandes. Et le combat de Saint-Marcel, c'est un peu la quintessence de tout ce combat qui a été mené en Bretagne par les maquis et par donc les troupes d'élite britanniques, les deux combinés, pour essayer d'empêcher quelques 30 000 Allemands qui se trouvaient en Bretagne de remonter vers la Normandie. Donc travail de sabotage, travail de plasticage des voies ferrées. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été vraiment un combat de titans et un combat totalement déséquilibré, puisque les Allemands avaient la maîtrise du terrain. Enfin, ils n'étaient pas chez eux. C'est ça qui a été aussi un des avantages pour les résistants. Et le 18 juin 1944 s'est déroulé justement à Saint-Marcel, un combat entre environ 2000 résistants plus forces spéciales SAS britanniques et environ 2000 Allemands. Ce qu'on sait de ce combat, c'est qu'il est toujours célébré évidemment comme un acte de résistance incroyable. La plupart des maquis en France, il faut le savoir, ont été réduits, anéantis par les Allemands. Celui-là aussi a perdu, puisqu'à la fin au soir du 18 juin 1944, les résistants sont obligés de décrocher et d'aller se calfeutrer dans la campagne, traqués par les miliciens pendant des semaines jusqu'à ce que les Américains finissent par libérer la Bretagne. Donc, si vous voulez, c'est un moment français pur. C'est là où déjà le premier Français dans la zone de Plumelec a été tué. Il s'appelait Émile Bouétard. Lui, il a été tué le 5 juin. Mais entre le 5 juin et le 18 juin, il va se passer une intense activité de parachutage dans cette zone. Donc Plumelec, Saint-Marcel, Serran, la fameuse ferme de la Nouette sur laquelle la résistance, les FFI et les SAS anglais avaient leur PC. Et donc dans cette zone, évidemment, les Allemands vont finir par se rendre compte qu'il y a un rassemblement avec du matériel de beaucoup de résistants et ils vont attaquer le camp. Et c'est ce fameux combat qui a lieu le 18 juin. Mais alors un combat aussi, il faut le rappeler, on est dans l'euphorie de la libération quand on parle de 1940, de juin 44, mais c'est pas du tout ce qui se passe à Saint-Marcel, parce qu'au soir du 18 juin, les Allemands reprennent le village, et là, le village est pratiquement brûlé.
les résistants sont traqués. Le capitaine Marienne va être découvert dans une ferme et exécuté par la milice. Et il y a aussi un rôle, donc on a un peu édulcoré au moment au moment des commémorations, c'est le rôle des supplétifs de l'Est et en particulier des Ukrainiens. Les Ukrainiens, évidemment, on n'a pas trop dit cette année que ils étaient du côté des Allemands, puisqu'on a décidé, notre président a décidé d'inviter Volodymyr Zelensky. Mais en tout état de cause, pour ce qui concerne les maquis bretons, les Ukrainiens ont fait partie des gens qui ont perpétré des massacres et qui ont orchestré cette traque aux résistants, allant justement jusqu'à les chercher dans des fermes au fin fond de la campagne, supplétifs ukrainiens, géorgiens, formé par l'armée allemande et qui donc a occasionné a laissé un souvenir de terreur parmi les populations civiles. Alors moi j'aime bien l'histoire, comme vous pouvez vous en rendre compte, mais j'aime pas l'histoire qui est truquée. J'aime pas l'histoire où tout à coup on vous dit bah oui, la géopolitique du moment fait que on va enlever les Russes de la photo, alors que bon, le fait qu'ils aient perdu plus de 20 millions de morts a été un élément essentiel de la Seconde Guerre mondiale. Et puis par contre, on va rajouter les Ukrainiens. Bah, manque de bol, les Ukrainiens, en partie, à l'époque, étaient du côté des Allemands. Et ça, on le dit pas parce que ça va pas, ça fait pas bien avec la photo. Et quand j'ai vu ces cérémonies du débarquement, je me dis, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants? Vous avez le chancelier allemand Olaf Scholz qui est là. Bon, oui, au nom de la réconciliation, c'est normal que les Allemands sont là. Vous avez les Ukrainiens, vous n'avez pas les Russes. On finit par se demander contre qui on combattait à l'époque et quel était véritablement le sens de ce combat. Donc, profiter de la géopolitique du moment, profiter des opportunismes, profiter finalement d'un message ultra politisé comme l'a fait le président. On a vu d'ailleurs que ça n'avait pas du tout eu d'impact ou presque, puisque c'est toujours cette façon sous-jacente d'utiliser la mémoire pour désigner ses adversaires politiques du moment. En l'occurrence, le président fait la même chose depuis des années à Oradour-sur-Glane. Voilà, je suis vraiment dérangé avec cette espèce d'assimilation, cette sous-entendu, mes adversaires d'aujourd'hui sont la réincarnation des nazis de l'époque. En gros, c'est ça. Et quand on ausculte ce qui s'est passé réellement, eh bien, on se rend compte que l'histoire, elle est un petit peu plus compliquée et on doit la comprendre dans sa complexité et ça nous permet justement d'avoir une vision plus juste et de constater, pour finir avec quand même un message positif, que des Français se sont levés, que des Français ont combattu et que ils ont eu une attitude héroïque à une époque où évidemment, bon, les commémorations du débarquement, on célèbre plutôt le sacrifice des Américains, qui n'est pas à diminuer, si vous voulez, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu que le commando Kiefer, il y a eu aussi des Français qui se sont battus dans des conditions absolument épouvantables au milieu des campagnes, traqués par la milice et ces fameux supplétifs. Voilà. Pierre Branda, on entend à l'instant Régis Le Sommier nous expliquer que la géopolitique du moment vient parfois modifier la mémoire et l'histoire. Est-ce que, à l'inverse, l'histoire et la mémoire devraient avoir une influence sur nos politiques actuelles et puis si oui, jusqu'où doit-on remonter? Parce que si on commence à prendre en compte justement nos adversaires historiques, jusqu'où doit-on s'arrêter? Qu'est-ce qui est désuet? Qu'est-ce qui doit être encore vif? Oui, ben, c'est justement pourquoi nous avons aussi en partie fondé un observatoire Histoire et Vie publique. C'est pour justement, alors non pas jouer les arbitres en histoire, mais effectivement présenter, analyser, commenter quels sont les repères historiques, comment sont-ils utilisés, et de quelle manière, à quel moment et par qui en fait. Parce que effectivement, ça a été rappelé, l'histoire est souvent instrumentalisée. Hein, à des fins qui sont loin d'être historiques, mais politiques ou géopolitiques. En tout cas, nous sommes fixés pour mission au sein de l'Observatoire justement de relever toutes ces tendances. Hein. Nous avons vu aussi qu'en fait, effectivement, cette commémoration du débarquement s'est transformée en une sorte de guerre mémorielle qui avait pour enjeu effectivement le conflit ukrainien. Hein. Effectivement, d'un côté, les Ukrainiens invités sur la photo, mais de l'autre côté, les Russes sur les réseaux insistant sur leur absence. Donc, en fait, je veux dire, on est pris dans une espèce d'histoire, et souvent prise finalement au milieu, ou utilisée dans un champ de bataille qui n'est pas forcément le sien, effectivement. Et donc, nous entendons justement, nous essaierons en tout cas
de donner des indicateurs, des éléments pour illustrer le débat et effectivement, sans prendre parti forcément sur ce que peuvent dire les uns ou les autres, mais en tout cas, insister et surtout apprécier la place de l'histoire dans notre vie publique et citoyenne, parce que j'en reviens au sondage que nous avons commandé, eh bien pour les jeunes, c'est assez fondamental pour eux, pour se former en tant que citoyens et comme même dans leur vie privée comme professionnelle, et bien donc il y a intérêt effectivement à ce que les messages publics, etc., enfin tout soit plus orienté vers la complexité et qu'on se rapproche effectivement plus des versions historiques des utilisations contemporaines. Pierre Branda et Régis Le Sommier, je reviens vers vous dans un instant. Tout de suite, il est 9h et c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Je me tourne vers vous, Régis Le Sommier, puisqu'en ce moment même, le président Emmanuel Macron se rend sur l'île de Sein, dans le Finistère, pour commémorer donc cet appel du 18 juin du général de Gaulle, son appel à la résistance et au refus de l'esprit de défaite. Alors, en pleine campagne des législatives, où la droite est en position de force, le président a déjà utilisé l'expression « non à l'esprit de défaite » pendant sa conférence de presse du 13 juin dernier. Il s'était employé à justifier sa décision de dissoudre l'Assemblée. On parlait à l'instant donc de cette récupération politique de l'histoire. Aujourd'hui, dans ce contexte de législative, y a-t-il effectivement un lien entre cet appel du 18 juin et la lutte contre le Rassemblement national ? Alors, je ne sais pas comment Emmanuel Macron va utiliser cette nouvelle séquence mémorielle de l'île de Sein, qui est un classique, qui a été utilisé, enfin l'hommage aux marins de l'île de Sein, qui dans leur immense majorité avaient fait partie des premiers Français libres à rejoindre De Gaulle à Londres. D'ailleurs, De Gaulle avait eu cette expression en passant en revue ces Français libres et en voyant le nombre de sénés qui étaient rassemblés devant lui, en disant l'île de Sein, c'est la moitié de la France. Il avait dit quelque chose comme ça. En effet, il y a eu cette île est très symbolique pour avoir décidé de rejoindre le général. Il est à chaque fois, évidemment, pour chaque président, tentant évidemment d'adapter ce combat aussi à la situation présente, mais l'insistance avec laquelle Emmanuel Macron utilise ces séquences mémorielles me paraît d'abord se confronter à une réalité, parce que là, on ne sait pas si ça aura une influence sur les élections, on ne sait pas, puisque elles ont lieu dans le 30 juin et le 7 juillet, on ne sait pas comment Emmanuel Macron, mais il y a toujours cette petite musique dans les discours d'Emmanuel Macron qui désigne justement le RN comme étant soit un parti de la collaboration, soit pour reprendre l'expression de Bertolt Brecht, le ventre de la bête immonde qui est encore fécond, on va dire, voilà, une sorte de réincarnation de l'esprit de défaite, de la capitulation, et donc évidemment sous-entendu pour dire nous on est les résistants et nous on aurait été résistants à l'époque. D'abord, personne n'ayant vécu ces époques-là ne peut dire s'il aurait été résistant ou collaborateur. On a vu des gens extraordinaires dans ces époques-là devenir collaborateurs et des gens se comporter comme des lâches, et puis des gens absolument sans profil au départ devenir des héros. Donc en fait, il faut être confronté au réel avant de pouvoir dire ce qu'on aurait fait et il faut aussi respecter ça. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que j'ai toujours tendance à me dire, quand on voit les choses, quand on analyse les discours des hommes politiques, il faut aller à la base et regarder comment les Français se comportent aujourd'hui. Et là, on a eu une élection, en l'occurrence l'élection européenne, où le Rassemblement national est arrivé à plus de 31-32%. Je constate une chose, c'est que Emmanuel Macron, pour prendre deux exemples, est allé donc sur les plages de débarquement, à Arromanches, donc île symbole de ces plages de débarquement. Le RN est arrivé après donc cette séquence mémorielle à plus de 26% et a été en tête. Ce qui me laisse penser que les gens
habitants dans cet endroit, qui sont confrontés et qui ont vécu le débarquement, qui sont des gens qui adorent les Américains, qui célèbrent leur libération tous les ans, mais concrètement ne considèrent pas le Rassemblement national comme étant la nouvelle réincarnation des nazis. Sinon, ils voteraient pas pour lui. Et deuxième exemple encore plus important, qui est l'exemple d'Oradour-sur-Glane, où là, le RN est arrivé à 36%, largement en tête. Oradour-sur-Glane, c'est un village qui est composé en partie de rescapés du massacre des 642 villageois qui ont été massacrés par la division d'Asreich en juin 1944. Si ces gens qui sont hantés par la mémoire de ce qui s'est passé dans ce lieu considéraient un seul instant que le Rassemblement national était la réincarnation de la division d'Asreich, je ne pense pas qu'ils voteraient pour eux. Donc là, il y a quelque chose de concret qui montre que ces discours répétés, jusqu'à la nausée, que Marine Le Pen, etc., représentent l'esprit ou de Vichy ou le nazisme, etc., ne fonctionnent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ne considèrent pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque lien entre le RN et ce qui a pu se passer dans cette histoire tragique, et qu'il serait bien que le président Macron en prenne connaissance. Et c'est parce que ça ne fonctionne pas. Donc, soit on change de discours et on laisse justement, et moi je milite pour que on laisse un petit peu ces séquences mémorielles et on arrête. Et ce président-là en particulier aime réutiliser à des fins, vous l'avez expliqué tout à l'heure, pour justifier sa politique en Ukraine ou pour justifier sa politique intérieure et régler des comptes avec ses adversaires du moment. Ce n'est pas le rôle de l'histoire. Ce n'est pas une place digne à l'histoire. Ce n'est pas faire honneur aux gens qui se sont combattus, qui ont combattu à ces époques-là, de les réutiliser pour des fins de base politique, finalement. Voilà. Pierre Banda, vous qui vous êtes penché sur l'enseignement de l'histoire en France aujourd'hui, et donc cet appétit des élèves pour l'histoire, est-ce que vous craignez que l'histoire puisse être récupérée justement pour orienter la réflexion de ces jeunes qui, on le sait, à cet âge-là, sont très malléables? Oui, non, c'est sûr. Et on est frappé au sein de l'Observatoire par nos outils d'analyse, par le fait que l'histoire sert surtout de contre-exemple, à part le général de Gaulle, qui effectivement est adopté par tous les partis et qui fait l'unanimité. Mais en réalité, on se sert souvent de l'histoire de France comme un repoussoir en disant, quel que soit le bord, vous êtes le dictateur, le Napoléon, vous êtes l'assassin, le Robespierre, vous êtes, etc. Alors, pour tous ces personnages, comme pour la séquence de 1944 ou 1940, l'histoire est complexe. Je veux dire, jeter l'anathème à travers des personnages historiques, ce n'est pas servir l'histoire, ce n'est pas servir la France. Parce que, je veux dire, l'histoire de France se regarde dans son ensemble. Et le fait d'en isoler des éléments pour se servir, effectivement, pour ou contre les adversaires politiques dans des situations qui ne sont pas du tout comparables, et je vous rejoins, nous ne sommes pas en 1940, hein, et fort heureusement d'ailleurs, mais je veux dire, c'est un travers qui, effectivement, quand on constate, et je le répète, nous avons été très surpris par cet appétit d'histoire de la jeunesse, effectivement, si les messages sont biaisés, faussés et effectivement utilisés de manière plutôt négative, et c'est ce qui ressort, ce n'est pas bon du tout, parce qu'à ce moment-là, l'histoire de France va être vue comme un repoussoir et comme quelque chose qui, finalement, n'a produit que des désastres ou des hommes mauvais. Par là, on pourrait en déduire que le sort de notre nation n'est pas très enviable et qu'en réalité, notre chemin n'a jamais été très bon. Ce n'est pas bon du tout d'utiliser, de se servir comme ça, et je le répète, de jeter l'anathème ou effectivement de se servir de la séquence de 1944 ou de 1940 pour ou contre tel parti politique. Ça n'a finalement aucun sens, en effet. Je veux dire, les termes nazis, et puis je rejoins ce qui a été dit précédemment,
Je veux dire, cette histoire-là était assez tragique, assez douloureusement vécue, hein, pour pas que justement on la compare forcément à des situations d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même, c'est effectivement manquer de respect à ceux qui ont combattu, ceux qui ont souffert surtout, et beaucoup ont souffert dans cette séquence, que d'essayer de s'en servir justement, parce que quelque part on les tue deux fois, hein. On les a tués une première fois et puis on tue aussi leur mémoire. C'est quand même assez ennuyeux, je trouve. Et effectivement, l'histoire n'a pas besoin de ça. Alors, fort heureusement, tout le monde n'est pas dupe, je pense. Pas grand monde n'est dupe de tout ça. Donc, beaucoup de citoyens, et en partie les jeunes, sont sans doute beaucoup plus intelligents que, en tout cas, les hommes politiques ne le pensent, et font le tri là-dedans et ne sont pas dupes. Mais bon, effectivement, les choses recommencent à s'assietter sans arrêt, à vouloir utiliser, réutiliser, jusqu'à l'épuisement, en effet, et en faire du repoussoir. C'est très mauvais, mais je dirais ça vient d'en haut, hein. Effectivement, ça vient et du président, c'est sûr, mais aussi d'une partie de la classe politique qui n'arrête pas de se servir de ça, souvent très souvent d'ailleurs, sans connaître les choses, hein. Robert Brasiac disait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Est-ce que vous pensez, Pierre Branda, qu'il est possible de partager une histoire dépourvue d'idéologie et de calcul politique et simplement de prise de position? Alors, voudrais un peu contredire Brasillac, que l'histoire n'est pas toujours écrite par les vainqueurs, hein. Napoléon l'a prouvé. Il a été vaincu, c'est lui qui a écrit son histoire, et finalement, c'est sa version qui a été retenue pendant longtemps. Donc, c'est pas forcément évident que les vainqueurs écrivent toujours l'histoire. En général, c'est ce qui se passe, évidemment, et d'où toujours une réécriture. Mais ça, c'est dans tous les pays et dans sous toutes les latitudes, malheureusement, mais le temps passant, heureusement, les choses s'affinent et on arrive quand même à des analyses historiques plus poussées, plus complexes. Je ne crois pas à cette fatalité-là forcément, même si, voilà, évidemment, au départ, il y a, et ça a été le cas pour la Seconde Guerre mondiale, évidemment une écriture qui est orientée par les vainqueurs, hein, mais je veux dire, heureusement, par la suite, les choses s'affinent, et je pense que j'en reviens toujours à ça. Je pense que aussi l'un des problèmes de la classe politique en général, c'est de prendre, excusez-moi, les Français pour des imbéciles. Donc, de penser que, eh bien, il suffit de nous dire des choses, que d'ailleurs, c'est toujours la chose qui m'a toujours épaté, enfin, qui m'a toujours énervé, pardon, c'est de dire, vous savez, on a fait ça, mais c'était très bien et vous n'avez pas compris. On n'a pas été assez clair, vous n'avez pas compris, parce qu'en fait, sous-entendu, vous êtes trop bête pour pouvoir le comprendre. C'est affligeant parce que en réalité, les jeunes, les moins jeunes, etc., font bien la part des choses et la plupart du temps, et donc comprennent exactement plutôt les choses et dont ce qu'on pourrait qualifier d'un certain bon sens. Et donc, ces discours, etc., on l'impression, on pense que ils arriveront comme ça à duper ou comme ça, si je puis dire, effectivement, influencer les Français. Ils ont tort. Parce qu'ils sont bien plus intelligents qu'ils ne le pensent. Est-ce que vous considérez, enfin, je pense qu'on pourra s'accorder là-dessus, il y a un certain intérêt de la part des élèves français, effectivement, pour l'histoire contemporaine. Le reste est souvent oublié. L'appel du 18 juin, beaucoup le connaîtront, beaucoup pourront le citer. On parlera un peu moins de la bataille de Waterloo et encore moins de la bataille de Patay. Donc, une victoire des Français sur les Anglais. 2500 morts du côté anglais, seulement 3 du côté français. Donc, une grande victoire pour la France dans le cadre de la guerre de 100 ans, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est important d'essayer de faire revivre cette histoire un peu plus antérieure, Pierre Branda et puis Régis Le Sommier? Il nous reste 2 minutes, alors si vous voulez répondre à cette question en 1 minute chacun, allez-y. Écoutez, oui, bien sûr, hein, j'espère que beaucoup d'initiatives y participeront de toutes les façons, y compris à travers l'histoire vivante, puisque se rejoue, d'ailleurs c'était le cas pour le débarquement, mais c'est aussi le cas pour le Moyen-Âge, c'est aussi le cas pour les guerres napoléoniennes, etc. Effectivement, ces reconstitutions, je pense que l'intérêt peut ne pas se limiter, même si effectivement la Seconde Guerre mondiale est la période historique la plus
préféré au niveau de l'intérêt. Bon, ça tient à un certain nombre de facteurs, parce qu'elle est évidemment plus récente, elle a quand même évidemment marqué notre devenir, mais oui, je pense qu'aucun combat n'est perdu, y compris celui-là. Hein. Régis Le Sommier, même question. Oui, sur le fait que... Non, moi, je dis, on a évoqué Napoléon, je suis quand même très heureux et je pense qu'il faut continuer à évoquer Napoléon et insister parce que Napoléon nous apporte à nous, Français, et à notre imaginaire collectif et à notre mémoire collective des victoires. Et c'est vrai qu'on en a eu dans l'histoire, mais on s'en souvient pas forcément. Et que Napoléon, lui, il y a quand même une série de... il va conquérir l'Europe. Alors bon... après, on peut critiquer le système à l'époque, mais il a marqué l'humanité à plein de niveaux. Et je pense que des grands hommes comme ça sont très importants, plus que peut-être les batailles historiques, c'est de redécouvrir l'histoire des grands hommes, les grandes figures, figures hégéliennes qui transforment l'histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de ça et que c'est peut-être une manière de faire revisiter, réapprendre l'histoire et l'imaginaire national à travers justement ces personnages. Toujours, je pense qu'il faut toujours incarner. C'est pour ça que pour ces histoires de Seconde Guerre mondiale aussi, il est important de connaître l'histoire des résistants, l'histoire des généraux américains, de Rommel aussi du côté allemand. Enfin, voilà, il faut insister sur les personnages parce que pour la jeune génération et pour même l'humain en général, quand c'est incarné, c'est beaucoup plus facile de comprendre et d'essayer justement de se mettre à la place et donc de recevoir véritablement un enseignement plutôt que quelque chose de théorique. On doit apprendre des dates, c'est sûr, mais il faut aussi apprendre l'histoire des hommes. Écoutez, on se souviendra donc de Napoléon, effectivement, au-delà de la récupération politique. Ce que je vous propose de conclure ainsi, Napoléon, inspirons-nous-en, puisque c'est le génie à la française, la puissance et la souveraineté de notre pays. Et puis le général de Gaulle, quant à lui, c'est la liberté, la résistance, la résilience aussi, et puis une forme de patriotisme. Merci beaucoup à nos deux invités, donc Régis Le Sommier, notre partenaire du mardi, et puis merci à vous aussi, Pierre Branda, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du Consulat et du Premier Empire, membre de la Fondation Napoléon et auteur dernièrement de Napoléon à Sainte-Hélène. Merci beaucoup à tous les deux et puis à très bientôt.